Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Maki Hebdo, le magazine de la rédaction de Télé Sud. Alors, au menu ce week-end, cette fin de semaine, 3 informations en compagnie de nos invités, journalistes et experts qui vont nous aider à décrypter cette actualité souvent africaine pour ce numéro-ci. Patrice Passy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, on va le répéter encore une fois, expert en intelligence économique, c'est bien ça? Oui. Entre autres. Je reconnais avoir plusieurs casquettes, oui. Joël Dang, bonsoir. Bonsoir, Gabriel. Vous êtes journaliste à TV5 Monde. Oui, toujours. Vous nous venez de ce cher Gabon. Bonsoir, monsieur Saliou Si Savané. Vous êtes journaliste, vous êtes géopoliticien, vous faites beaucoup de choses également. Ouais. Consultant pour l'agence Bois-Landry Consulting. D'accord, je viendrai vous voir bientôt. J'ai tellement d'énigmes par rapport à l'actualité actuelle. Aujourd'hui, nous avons 3 informations au menu. Nous allons commencer par la Côte d'Ivoire, où Guillaume Soro a été porté au perchoir pendant que le président Ouattara a reconduit l'intégralité de son gouvernement. Le deuxième sujet du jour concernera quelqu'un qui disparaît et qui réapparaît, une espèce de Ben Laden africain, enfin, Joseph Kony. Joseph Kony, campagne de presse, campagne Internet, prélude à quoi, au bénéfice de qui? Et puis on va finir par la Mauritanie. Vent du Sénégal souffle-t-il sur la Mauritanie? Avec nos 3 invités, nous allons commencer par le premier sujet donc. C'est un sujet qui a été réalisé par la rédaction de Télé Sud, plus précisément par Moïse Mounkoro de la rédaction de Télé Sud. Regardez, Côte d'Ivoire, Soro au perchoir. 25 membres de votre gouvernement se sont portés candidats de rigueur. C'était le dernier conseil des ministres de Guillaume Soro avant de remettre sa lettre de démission et celle de son gouvernement au président Alassane Ouattara. Je viens à l'instant de remettre à son Excellence le président de la République ma démission de mes fonctions de Premier ministre, ministre de la Défense. Cette démission du gouvernement intervient après la proclamation ce jeudi des résultats définitifs des législatives de décembre. Élu député de la circonscription régionale de sa ville natale, Guillaume Soro ne pouvait pas donc cumuler des mandats. Mais c'est surtout une démission qui vient après plusieurs réflexions et rencontres avec les leaders politiques ivoiriens. L'ancien patron des ex-rebelles a déjà les regards ailleurs. Il pourrait devenir le futur président de l'Assemblée nationale le lundi prochain. Il deviendra donc le dauphin du président. La démission de Guillaume Soro de la primature est avant tout une décision du président Alassane Ouattara. Il n'a pas oublié sa promesse faite au PDCI, le parti de Henri Konan Bédié. Cette promesse, un premier ministre venant du parti. Et pour succéder à Guillaume Soro, plusieurs noms circulent déjà. Mais il y a un homme qui fait figure de grand favori. Il s'agit de Joannou Aoussou Kouadio, l'actuel ministre de la Justice sortant et un proche de Henri Konan Bédié. Vous avez bien compris que ce reportage a été effectué au moment de la démission de Guillaume Soro de la primature. Mais il a ceci d'intéressant qu'il nous montrait déjà l'ascension vers ce que l'on sait maintenant. Désormais, Guillaume Soro est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas simplement l'homme de la semaine, c'est plutôt même l'homme de la décennie en Côte d'Ivoire. Comment vous analysez cette ascension? Et surtout, comment on analyse Guillaume Soro à l'Assemblée nationale après ces 10 années? Saliou Si Savané, c'est un pays que vous connaissez bien. Oui, non, mais bon, déjà, sa désignation au perchoir n'est pas vraiment une surprise. Et puis, comme il reste... Pourquoi ce n'est pas une surprise? Parce que M. Guillaume Soro représente encore la clé de voûte du système sécuritaire de ce pays. C'est le premier responsable politique. Est-ce que c'est à l'Assemblée nationale qu'on va assurer la sécurité? Non, justement. C'est qu'il est le leader politique d'un mouvement, une rébellion qui s'est muée quasiment en armée nationale. Donc, sur le plan sécuritaire, c'est quasiment l'homme le plus fort. Seulement, le président avait fait une promesse, il fallait que le Premier ministre soit issu du PDCI, et il fallait donc trouver à M.
Guillaume Soro un poste représentatif qui soit à l'échelle de son importance. Pourquoi pas la défense alors? Ben, à la défense, je pense que celui qui est à la défense est un homme de confiance. Vous avez remarqué que le gouvernement n'a pas changé. Le président Ouattara accumule en ce moment à la défense. C'était Soro, Guillaume, Premier ministre de la Défense. Mais revenons à Guillaume Soro. Vous avez dû remarquer que le gouvernement n'a pratiquement pas changé. Il n'a pas changé du tout. Il n'a pas changé. Joël Ndong, comment vous analysez cette élection de Guillaume Soro au perchoir ivoirien? Déjà, je me rends compte que c'est une élection où il a été élu à l'unanimité, donc à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas que... il y a des opposants aussi. Au sein du RDR, il y en a qui n'étaient pas très pour. Voilà, dans le 14%, oui. Oui, donc il a fallu que... Même, il y a eu... Il a fallu donc, il y a eu pas mal de tractations quand même pour qu'il soit choisi. Et puis, moi, je suis en train de me demander, est-ce qu'on n'est pas en train de le préparer à une éventuelle... Même si on ne le préparait pas, il est le successeur constitutionnel. Voilà, constitutionnel. Donc, s'il y a vacance du président Ouattara, c'est le chef du Parlement qui prend les rênes du pays. Mais pourquoi lui? Est-ce que vous rejoignez Saliou Savané? C'est parce que c'est l'homme fort du régime, on le met là où il va tenir les troupes politiquement. Oui, là je le rejoins complètement. Oui, pardon. Non, vous pouvez. Non, allez-y. Non, je pense que si la crise, oui, on ne va pas dire si, la crise ivoirienne a un grand bénéficiaire. Il s'appelle Guillaume Soro. C'est lui qui a bénéficié de cette crise. C'est lui qui a tiré, on va dire, le plus grand parti des effets à la fois. Quand vous parlez de crise, crise en 2002, hein, la crise post-électorale ou la crise post-électorale? D'accord. Et si, par extension, on peut remonter en 2002, oui, jusqu'à ce jour, la personne qui bénéficie de toutes les crises que la Côte d'Ivoire a traversées. C'est un des protagonistes de 2002. Oui, c'est Guillaume Soro. Bon, maintenant, quelle lecture faire de cette évolution ou de ce... Je pense que c'est une évolution normale. Il faut quand même apprécier l'intelligence politique de Guillaume Soro, qui a réussi, tant bien que mal, qui a réussi ses mutations, en fait. À chaque fois, il est passé de la rébellion en homme politique, en acteur incontournable dans les différentes situations. Et à ce jour, le voilà au perchoir comme deuxième personnalité de l'État. Je pense qu'avant toute lecture, la vraie lecture, c'est d'abord dire bravo l'artiste. Est-ce que ce Parlement-là est représentatif de la Côte d'Ivoire quand on sait que le FPI n'y a pas participé? Mais de toute façon, à partir du moment où le FPI n'a pas participé à ces élections législatives, on ne peut pas dire qu'il est vraiment représentatif de la Côte d'Ivoire, ce qui même constitue quelque part un danger pour la démocratie ivoirienne. Parce qu'on serait tenté d'assimiler M. Ouattara à un hyper-président avec une telle assemblée. Maintenant, puisqu'il y a une commission vérité et réconciliation et qu'il affirme qu'il engage un processus de dialogue et que la CPI vient d'engager des enquêtes remontant aux années 2002 avec tous les équipements, vous avez dû voir les drones et tout ça. Donc effectivement, si la lumière est faite sur tous les massacres et que les sanctions sont prises dans la foulée de cette commission, des travaux de cette commission de vérité et réconciliation, effectivement, à ce moment... Vous faites confiance à la CPI pour mener un combat qui jusqu'ici... Lui fait confiance à la communauté internationale. Donc je pense qu'il a toujours fait confiance à la communauté internationale. Contrairement à ce que dit M. Passy, je n'ai pas toujours fait confiance à la communauté. Mais je dirais que c'est une boutade de sa part. Voilà. Non, c'est-à-dire que je suis d'accord lorsqu'on dit que la CPI a cette tête de Turc. Voilà. Bon, il y a des gens qui méritaient d'aller à la CPI qui ne sont pas. Bon, ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais simplement, j'ai apprécié que les enquêtes initiées par la CPI en Côte d'Ivoire partent de l'année 2002. Moi, je serais même pour qu'on parte de l'année 2000, parce que les premiers massacres ont commencé en 2000. Rappelez-vous le charnier de Yopougon. Voilà. Non, mais pour revenir à cette question de la nouvelle configuration de la vie politique ivoirienne, le fait que le président reconduise intégralement son gouvernement, comment analyser ça aussi en parallèle de l'élection de Guillaume Soro?
Je ne sais pas ce que ces chers monsieur et dames pensent. Moi, je pense que sur le plan politique, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Et je pense qu'il était trop tôt de procéder à des remaniements ministériels, bien qu'après la mise en place de l'Assemblée, généralement c'est suivi de remaniements ministériels. Mais là, c'est comme l'élément venait de le souligner, c'était une promesse de campagne qui a été tenue par le président Ouattara. Et deuxièmement, il fallait, pour des raisons de politique interne, trouver mettre à l'Assemblée nationale une personne de confiance. Mais comme il ne pouvait pas cumuler à la fois sa fonction de Premier ministre et député, c'est en toute logique qu'il s'est retrouvé. En un mot, il y a deux partis qui dominent la Côte d'Ivoire. Mais je ne vois pas le lien. Je ne vois pas le lien entre la paix en Côte d'Ivoire et la question que monsieur vient de poser. Parce que monsieur a demandé comment on perçoit la configuration, le fait que ce gouvernement a été reconduit pratiquement dans son intégralité. Le président Ouattara a dit qu'on ne change pas une équipe qui fait du bon travail, mais je crois savoir qu'en Côte d'Ivoire, ça fait grincer des dents. Donc je ne crois pas que cette démarche soit dans le sens de la paix. C'est pour ça que je ne vois pas le lien. Et ça m'étonnerait que sa démarche puisse satisfaire tout le monde. D'autant plus qu'il y a une partie de l'opposition qui a décidé de déserter les lieux. Maintenant, sur le plan, je vous ai dit tout à l'heure que ça c'est la partie visible. Alors s'il fallait porter une lecture s'il faudrait lire les intérêts, comme j'aime bien le dire, les intérêts cachés de ce genre de situation, je pense qu'en l'état actuel de la situation ivoirienne, il serait très hasardeux de changer l'équipe gouvernementale. Je pense que la reconduction... Aujourd'hui, quel est le pouvoir du chef du Parlement aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a un véritable pouvoir à défaut de remplacer le chef de l'État lorsqu'il y a... Est-ce que vous voulez dire, est-ce que Guillaume se rachète aussi une virginité finalement? Exactement. Non, ne se rachète pas une virginité. Tout le monde est conscient qu'il ne peut pas se racheter une virginité sans passer le démonte, la teste et lui prépare certainement bien des explications. Mais là, en l'état actuel, quand elle dit... Quel est le pouvoir du président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Parce qu'il a 39 ans, je veux dire, ils ont quand même fait des tractations alors que c'est qu'à 40 ans qu'on peut être président. Donc on voulait vraiment le mettre... Ça va déplaire à certains, mais pour l'instant, il est tenu de bien gérer les troupes. C'est sa mission principale, la gestion des troupes, afin que l'action du président et du gouvernement s'exécute dans des conditions, je dirais pas maximales, mais dans des conditions suffisantes d'efficacité et de sécurité. On va décrypter vos mots pour tout le monde. Bien gérer les troupes, ce ne sont pas les troupes militaires cette fois-ci, ce sont les députés, parce qu'il y a deux partis qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le PDCI du président Bédié et le RDR d'Alassane Ouattara, qui sont réunis au sein du RHDP. Donc, le président de l'Assemblée nationale est là pour faire en sorte qu'au Parlement, tout se déroule selon la volonté des deux présidents. Parce qu'il y en a deux. Que ça soit malheureusement une caisse de résonance. De toutes les façons, sur le plan sociopolitique, les équilibres ne sont pas réunis. Parce que c'est un pays qui repose sur trois piliers, le nord, le centre, le centre-ouest et la côte, c'est un peu la même chose. Qui était représenté par les trois partis. Voilà. Donc là, est absent aujourd'hui du Parlement. Si un des partis n'est pas représenté, j'espère que le processus de dialogue permettra que progressivement cet équilibre soit retrouvé. Vous voyez une hyper-présidence du président Ouattara? Non, je ne vois pas une hyper-présidence, puisque c'est Oussou maintenant qui est Premier ministre également. Mais moi, j'ai véritablement envie de comprendre quelle est la stratégie, justement, de ce gouvernement, quelle est la stratégie de Alassane Ouattara de mettre Guillaume Soro président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a une véritable stratégie? Est-ce qu'on veut lire dans l'avenir? Est-ce qu'on veut préparer Guillaume Soro à quelque chose de plus grand? Est-ce que... voilà, c'est ça que j'ai envie... Parce que je pense que les téléspectateurs n'ont toujours pas encore maintenant compris. Si vous voyez la liste de la galaxie sécuritaire qui est tout autour du président Ouattara, vous comprendrez tout de suite. C'est-à-dire, les noms que vous avez sont des gens, c'est les principaux officiers des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc des gens, c'est les anciens du MPCI,
hein, quand ils sont venus en 2002. Donc c'est des gens qui ont pour responsable politique Guillaume Soro. Donc, voilà. on le rejoint bien. Faisons ce que disait... J'ai du mal à vous comprendre et j'ai du mal à comprendre les questions que vous vous posez. La Côte d'Ivoire est un pays post-conflit. L'élection se passe dans des conditions assez douloureuses à la fois pour le peuple et l'ensemble des partis. Un président arrive au pouvoir, mais forcément la première chose c'est de stabiliser son pouvoir. Donc, en stabilisant le pouvoir, il va avoir des prérogatives, comme on dit. Il va se permettre pendant une certaine période, parce que ça n'a pas duré longtemps, pendant une certaine période, la première année ou les 6 premiers mois, d'avoir des prérogatives exorbitantes. Une fois qu'il a terminé avec la stabilisation, vous savez bien que la situation sécuritaire n'est pas encore stable, une fois qu'il a terminé la stabilisation, il faudrait que les institutions politiques deviennent aussi stables. Et pour que ces institutions politiques deviennent stables, on place des personnes de confiance au poste clé. Autrement, vous vous tirez une balle dans le pied. C'est pour ça, en répondant à la première question, j'avais dit qu'il devait à son poste son statut de clé de voûte du système sécuritaire. Voilà. C'est ce que j'ai dit en répondant à la première question. C'est ce que je disais. Voilà. Donc on rejoint donc on pense qu'il est bien obligé de se comporter comme ça. Maintenant, il faut qu'il y ait une forme pour que ça soit accepté par les autres. Mais les connaisseurs du géopolitique, ils comprennent bien le pourquoi du comment de certaines situations. Maintenant, peut-être que la question subsidiaire, c'est pourquoi on le met au Parlement alors que la CPI vient d'ouvrir une enquête. C'est une bonne question. Je vous écoute. La réponse vous intéresse. Allez-y. Ah non, je ne peux pas avancer des évidences sur le sujet. Des évidences. Oui. Mais sauf que, oui, on s'interroge tous sur le choix, sur la nomination, quels sont les enjeux cachés. Une immunité parlementaire. Bien sûr, voilà où je voulais en venir. On le savait. On le savait. Immunité vis-à-vis de la CPI. Quand on est signataire du traité de Rome, quelle que soit la fonction qu'on occupe, si la personne est convaincue d'avoir opéré, dirigé, inspiré des crimes contre l'humanité, cette personne est justiciable. Il n'y a pas d'immunité qui soit. Demandez un peu au président Omar al-Béchir s'il bénéficie d'une quelconque chose. Pour l'instant, on ne l'a pas arrêté. Voilà, il est toujours en place. Bon, alors, donc, monsieur Guillaume Soro, s'il arrivait que la CPI, au travers de ses enquêtes... la légitimité de la CPI. Oui, bon, ça, c'est une discussion Nous avons, par rapport à la Côte d'Ivoire, un deuxième sujet qui sera peut-être, comment dirais-je, simplement anecdotique, c'est qui est le nouveau Premier ministre ivoirien. Il s'appelle Jeannot Ahoussou. On verra, il a été ministre de la Justice, entre autres. Regardez ce reportage de la rédaction. Un Premier ministre issu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en vertu d'un accord politique. C'est une nomination attendue pour Jeannot Ahoussou Kadio qui succède à Guillaume Soro à la tête du gouvernement ivoirien. Le président de la République, vu la Constitution, décrète Article 1. M. Jeannot Kadio Ahoussou est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Le président Alassane Ouattara a ainsi réalisé une promesse de campagne de céder la primature à un cadre de PDCI, parti de l'ancien président Henri Konan Bédié, qu'il a soutenu dans sa victoire à la présidentielle. Avocat de formation, Ahoussou Kadio est un proche de Henri Konan Bédié et a également été le directeur adjoint de la campagne d'Alassane Ouattara. Mes premières pensées vont à l'endroit du président Henri Konan Bédié, mon parrain politique. Je lui exprime ma profonde gratitude pour sa bienveillante attention à mon endroit, pour avoir conduit mes pas en politique. S'il promet de rassembler tous les Ivoiriens, l'opposition des pays ne tarde pas à rappeler que Jeannot Ahoussou Kadio, alors ministre de la Justice, a activement contribué à l'incarcération de proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, actuellement détenu à La Haye. Certains estiment même que sa nomination, au lieu de favoriser le processus de réconciliation, ne divise davantage les Ivoiriens.
Comme le rappelle ce reportage de Christina Okello, Jeannot Ahoussou, le nouveau Premier ministre ivoirien, est un proche du président Bédié qui est dans l'ombre de tout cet attelage ivoirien. J'aimerais savoir, avant qu'on passe au sujet suivant, ce que chacun de vous arrive à cerner dans le rôle d'Henri Konan Bédié, l'ancien président ivoirien, mais homme d'influence, plus que d'influence aujourd'hui. Je le dirais en 2 mots, c'est le nouveau faiseur de roi ivoirien. C'est la personnalité incontournable dont l'expérience et la capacité de nuisance intéressent les autres partis. Donc forcément, on est obligé, dans le cadre d'une stratégie globale et politique, d'avoir soit Bédié comme partenaire ou de le neutraliser, ce qui maintenant paraît plutôt difficile. Donc c'est un faiseur de roi. Le président Houphouët-Boigny, lorsqu'il dirigeait la Côte d'Ivoire, s'appuyait sur un équilibre centre-nord, essentiellement. Et là, on a à la tête de ce pays, on retrouve ce même équilibre, le nord et le centre. Mais cette fois-ci, dans un ordre hiérarchique, dans un ordre interverti. Voilà. Alors bon, maintenant, la hantise du RDR, c'est que des déçus du PDCI se rapprochent du FPI. Donc il faut, le président Ouattara a tout intérêt, lui qui a de grands desseins, dit-il, pour la Côte d'Ivoire, qui a l'œuvre pour ce qu'il appelle la relance économique, il a tout intérêt à ce que le PDCI reste un allié politique. Donc, comme il l'a dit... Konan Bédié, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire que je pense que c'est normal aujourd'hui qu'il demande quelques comptes aussi un peu au président Alassane Ouattara. Il l'a soutenu pendant la présidentielle au second tour. Il a appelé à voter pour lui. Donc, on parlait du grand vainqueur de cette crise électorale ivoirienne. Il y a quand même quelque chose. Ce n'est pas lui par hasard. Il y a quand même quelque chose qui est très intéressant. Il y a quand même quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il est l'initiateur de l'ivoirité. Non, mais bon, il est l'initiateur de l'ivoirité. Non, je montre un peu. Exactement. Hein. Et donc, il s'est réconcilié avec ce qu'il considérait à l'époque comme étant son pire adversaire. Et puis voilà, donc... en même temps, on peut aussi dire que c'est Laurent Gbagbo qui a celui qui a le plus subi les méfaits de l'ivoirité est obligé de négocier avec l'initiateur. C'est pour dire qu'en politique, il n'y a que des intérêts et... On va passer... Enfin, je ne voulais pas vous interrompre, allez-y, c'est pour dire qu'en politique, il n'y a que des intérêts, et quand les intérêts sont convergents, on finit par dépasser certaines polémiques. Alors, autre pays où les intérêts ne convergent pas, depuis très très longtemps, depuis 1986, depuis 1980, c'est l'Ouganda, depuis plus longtemps encore, on n'en sort plus en Ouganda. Et puis il y a quelqu'un qui sort du bois de temps en temps. Nous n'avons pas de reportage parce que on n'a pas voulu récupérer la vaste campagne médiatique à laquelle tout le monde a pu avoir accès dans les réseaux sociaux, notamment sur Internet. Mais on a une photo de cet homme qui s'appelle Joseph Kony. Il est ougandais. On le présente comme une sorte de Ben Laden africain. Mais enfin, ce sont des raccourcis journalistiques, autant pour moi. C'est quoi cette campagne de presse qui part des États-Unis et qui inonde de la toile? Est-ce que c'est en prélude à quelque chose? Parce qu'on a l'impression maintenant que le schéma américain, il est toujours le même désormais. On présente un diable, abomination, désolation. On diabolise, on se répand dans les médias et puis après, on intervient. Est-ce qu'il y a ce schéma qui sent comme ça? Est-ce qu'on peut humer ça du côté de l'Ouganda, du Congo, de la Centrafrique, où la fameuse LRA, Armée de libération du Seigneur de Joseph Kony, dont Joseph Kony est le leader, est présentée comme une espèce d'épouvantail monstrueux, ce qui est le cas, il ne faut pas le nier. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on nous prépare là? Non, de toutes les façons, il faut que les gens sachent que depuis les campagnes de l'armée ougandaise de 2002 à 2005, ce mouvement, la LRA, n'est plus en Ouganda, n'est plus une menace pour l'Ouganda, depuis quasiment 2006. Alors, on affirme que les quelques centaines de soldats ou de rebelles de la LRA sont dans les confins de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. Mais quand on voit l'ampleur de cette campagne, on peut se dire que derrière tout cela se cache quelque chose. Il y a certainement un agenda
un agenda. Peut-être que l'oncle Sam prépare... les élections, c'est bientôt. Il y a les élections bientôt. Et puis, il ne faut pas oublier que l'oncle Sam a pour objectif d'implanter une base en Afrique. Alors, il y a l'épouvantail d'AQMI. Effectivement, on ne peut pas nier que c'est un mouvement chaud. Alors, il a fallu absolument... Bon. Et puis maintenant, il y a Joseph Kony dans cette partie de l'Afrique. Ils y sont déjà depuis novembre de l'année dernière. Il y a au moins une centaine il y a une centaine de conseillers américains en République centrafricaine. Et je crois savoir qu'ils ne s'occupent pas seulement de Joseph Kony. Ils s'occupent de quoi d'autre? Mais ça, il s'occupe. Mais ce serait bien de nous dire, monsieur. Il s'occupe. Monsieur Passy veut bien nous livrer. Ce serait quand même bien d'expliquer aussi aux téléspectateurs un peu qui est Joseph Kony. Oui, parce qu'il y a peut-être des téléspectateurs qui ne savent pas qui c'est. C'est par là que j'allais commencer. Donc, vous allez peut-être me compléter. Mais voilà, Joseph Kony, moi je l'appelle, c'est pas l'illuminé, mais militaire. Mais en tout cas, c'est un homme qui a une vraie croyance, une vraie ou pas, je sais pas, en tout cas qui croit en Dieu et qui a décidé de faire de l'Ouganda un pays qui va être dirigé sur les 10 commandements de la Bible. Voilà, c'est un véritable fondamentaliste. Voilà. Il veut que l'Ouganda soit géré sous les 10 commandements de Dieu, comme certains. J'ai pas envie de faire l'amalgame, mais bon. D'où le nom de son mouvement. Voilà, donc l'armée du Seigneur qui a été dans la certains le prennent pour un prophète. Voilà. C'est une femme, Alice Lekona, qui était la première chef de ce mouvement. Et ensuite, donc, à son décès, même avant son décès, ce mouvement à l'époque était non violent. C'est avec Kony qu'il est devenu. Mais l'idéologie de ce mouvement, les pires massacres. L'idéologie de ce mouvement est un syncrétisme entre un nationalisme acholi, parce que c'est un mouvement qui est né de la fin de la guerre civile en Ouganda, qui a son berceau dans le nord de l'Ouganda, qui est une zone d'occupation nilotique. C'est surtout qui est né surtout chez les Acholi. Après, bon, c'est devenu transversal. Il y a des problèmes identitaires importants en Ouganda, d'affrontement, on va dire. Voilà. Ensuite, bon, la religion s'est mêlée à ça. L'idéologie est syncrétique parce que vous savez que chez les gens de la LRA, on pratique la polygamie. Hein. C'est bon. Donc vous voyez que pas seulement là-bas. Oui, non, mais c'est pour vous dire, puisqu'ils se réclament des 10 commandements. Voilà, exactement. C'est pour vous montrer que bon, Dieu a décidé qu'il n'y aurait plus. Qu'on a tropicalisé ces croyances. Voilà. Bon, je pense, actuellement, il est, on va dire, le terroriste le plus recherché d'Afrique, qui fait l'objet de tous les fantasmes. Il y a près de 70 millions d'internautes qui ont vu... 100 millions maintenant, voilà, ça passe à 100 millions, c'est énorme. Donc, une campagne qui a porté ses fruits, mais est-ce que ça va permettre son arrestation? Non. Pour vous donner une idée... la RLA, la LRA, voilà, l'armée de résistance du Seigneur, pour le dire en français, opère sur un territoire qui est grand comme la France en fait. Donc difficile à traquer. Mais ils ne sont pas nombreux. Aux dernières nouvelles, il restait pratiquement un résidu de 400 personnes. Sauf qu'ils font des incursions dans les pays voisins parce que le nord de l'Ouganda leur permet... Justement, c'est quoi leur revendication à l'origine dans la suite de votre propos? C'est le fondamentalisme, c'est les 10 commandements. Le régime Museveni. C'est faire tomber Museveni et puis mettre en place justement une théocratie en Ouganda. Et le régime de Museveni a été tellement renforcé militairement que ça devient une utopie, difficile en tout cas à réaliser, parce que les Américains, en l'état actuel des enjeux géopolitiques, ne permettront pas, pour l'instant, un changement politique dans ce pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils font des incursions dans les pays voisins, en RDC, où ils opèrent régulièrement, en Centrafrique, et ils sont arrivés sur la scène internationale à cause de leur massacre et je crois de quelques enlèvements. Voilà. Et l'information que nous avons, c'est 80% de leur milice est composée d'enfants soldats. Alors donc c'est au nom de ces enfants soldats qu'il y a eu une association américaine qui a voulu le dénoncer à travers un clip. Children. Voilà. Et ce clip a fait
a eu... Le tour du monde a eu. Oui, ce clip a eu. Maintenant, le problème actuel est le suivant. C'est qu'on se pose la question, avec les moyens, avec les technologies actuelles, on peut facilement retrouver Joseph Kony. Quand on a voulu se débarrasser de Savimbi, ça a été grâce aux nouvelles technologies qu'on a retrouvé sa trace. Donc, on peut facilement le retrouver, même s'il évite d'utiliser le téléphone, il évite de se déplacer, etc. Il y a maintenant des moyens de détection, de détection thermique qui permettent de le suivre ou de savoir plus ou moins là où il est, puisque régulièrement, les troupes ougandaises ou même congolaises arrivent toujours après son départ. Alors, donc, on se pose la question, pourquoi son arrestation traîne? Qu'est-ce qui se trame derrière cette lenteur à la fois des autorités ougandaises qui maîtrisent bien la forêt aussi, qui peuvent le retrouver si on donnait les moyens et on voulait bien? Pourquoi ce manque de volonté politique? Cette association, mais il n'est plus en Ouganda, on vient de le dire. Non, il est entre la Centrafrique et la RDC. Il n'est plus en Ouganda. On ne peut pas le dire de manière aussi... Voilà, on ne peut pas le dire de manière tranchée, parce qu'un coup, on retrouve ses troupes en Ouganda, de l'autre... Depuis 2006, ces troupes ne sont pas en Ouganda, ça c'est connu, ça. Non. Il faut savoir... Les informations en ma possession ne me permettent pas de dire ça, parce que pas plus tard qu'en octobre 2011, c'est le président Obama lui-même qui, devant le Congrès, a informé les membres qu'il allait mener des opérations, alors que déjà en 2009, il y avait d'autres opérations. Mais en 2011, ça a même poussé les gens à dire, mais ça coïncide avec les élections en RDC, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, comment, c'est déjà un prépositionnement, etc. Oui, mais en octobre 2011, lorsque le président Obama a pris cette décision, les gens qu'on a envoyés, on les a envoyés en République centrafricaine. Mais en 2008, parce que c'était... On ne les a pas envoyés en Ouganda. En 2008, il y avait déjà les États-Unis qui avaient envoyé des spécialistes américains en 2008 pour aller, pour aller conseiller l'armée ougandaise et justement l'armée de Kony. Toujours, en fait. Voilà, oui, mais justement l'armée de Kony avait réussi à se faufiler. Et puis il faut aussi savoir que on dit pourquoi l'armée américaine, alors qu'elle sait qu'elle peut facilement repérer et puis... mais quel serait leur intérêt? Non, mais il faut aussi savoir qu'il y a un traumatisme de la Somalie aussi. Il faut savoir que les Américains ont en Afrique, ils ont le traumatisme en Somalie, qui en 1993, où ça a été un véritable fiasco. C'est la première fois qu'ils ont véritablement intervenu en Afrique. Et là, ils ne pourront plus, ou ils ne pourraient plus se permettre ce genre d'image. Il y a, comme toujours, lorsqu'on découvre du pétrole, du gaz et d'autres matières premières. Allez-y. Allez plus loin. Nous revenons à la stratégie du chaos. Non, cette fois-ci, je pense que la région... C'est le chaos créateur de Kishinga que vous allez nous développer, là. La théorie, non, ce soir, du chaos créateur. Ce soir, on ne va pas parler de chaos, mais on va essayer de comprendre pourquoi ce manque de volonté politique dans l'arrestation de Joseph Kony. Allez-y. Ce manque de volonté politique. Oui, je pense que l'Ouganda dispose des moyens actuellement, puisqu'il y a des instructeurs américains qui sont sur place de manière permanente pour justement apporter la logistique nécessaire à l'armée ougandaise pour pouvoir mener les opérations. Si ça traîne, parce qu'il y a des raisons. Il y a certainement des raisons qui nous échappent, mais la raison, lorsqu'on fait une analyse, on pense que pour l'instant, ce cas n'est pas aussi, ce cas ne gêne pas les intérêts des Anglais et Américains. Mais puisqu'Obama vient de relancer... Attendez, moi je vais vous dire quelque chose. Si je peux terminer, ce cas ne gêne pas. On va le laisser aller au bout de sa logique. Ce cas ne gêne pas, mais il permet de maintenir la tension et de justifier certaines opérations. Et ces opérations sont nécessaires pour et dans l'implantation ou la mise en place d'une future base américaine, comme ça a été souvent... ce que je venais de dire. Voilà. Tout à l'heure, oui. Voilà. Donc, cette situation peut permettre... l'Ouganda a tout intérêt, peut-être pas tout intérêt, mais ça arrange l'Ouganda qu'il y ait une certaine porosité au niveau de la frontière congolaise, parce que ça peut justifier, comme le craignent souvent les Congolais de Kinshasa, que ça peut justifier un droit de poursuite des forces ougandaises en territoire congolais. Et donc, cette situation, elle est, moi je pense qu'elle montre à suffisance la complexité des rapports entre États
Et ça nous permet de ne pas avoir quelquefois des positions tranchées parce que quelquefois les dessous de table nous échappent. Moi, je vais poser une question. Pardon. Vous allez lui répondre et dans la foulée, vous allez répondre à ma question également, j'espère. Le problème avec ce type de situation, c'est que nous, il y a une nouvelle Afrique intellectuelle, panafricaine, qui se plaint à chaque fois de l'ingérence, Mais honnêtement, il y a des gens qui sont en train de mourir dans ce pays-là depuis des années et des années. Est-ce qu'on va toujours se contenter de dire « mais encore c'est blanc, encore c'est blanc, encore c'est blanc ». Mais l'Afrique fait quoi elle-même pour mettre un terme à ces situations-là? L'Union africaine. Ou l'Union africaine, voilà, ou un État, parce que c'est elle qui est censée nous représenter. Parce que c'est bien beau d'accuser les autres, mais on fait quoi? Il y a des morts en Ouganda, des enfants. Tout est résumé déjà, vous venez de mettre... vous lui répondez dans la foulée. L'Ouganda est un pays oublié et là on en parle maintenant depuis qu'il y a eu cette campagne. Vous parlez de l'Ouganda. C'est pas un pays oublié. Vous parlez de l'Ouganda. Je n'en ai pas entendu parler depuis certains temps, même dans nos médias africains. Parce qu'il y a quelques années, vous parlez de l'Ouganda comme le meilleur élève du FMI. Voilà, peut-être. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est lorsque la communauté internationale s'en préoccupe, lorsque les États-Unis s'en chargent, c'est là où même nos médias en parlent. Alors que on sait que justement, même si Kony n'a plus autant de militaires que cela. Vous savez bien que c'est l'information catastrophique qui vous intéresse. Mais vous parlez tout à l'heure. Vous parlez de l'Ouganda tout à l'heure. Il a pris la parole depuis tout à l'heure. À côté de l'Ouganda, vous avez la RDC qui sort, enfin, qui a connu un conflit pendant 10 ans, qui a coûté la vie à près de 5 millions de personnes. C'est-à-dire le conflit le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale. Qui en parle? Qui s'intéresse? Est-ce que vous qui lisez, vous lisez des rapports, des documents qui... le nombre de femmes violées en RDC, moi je parle de 5 millions de personnes sont mortes en 10 ans. Est-ce qu'on en parle? Salut. Bon, maintenant, quand tu te poses ce genre de questions, ça me pose problème. Qui va en parler? C'est les autres ou nous-mêmes? Maintenant, je vais essayer de répondre. Quand tu te poses ce genre de questions, ça me pose problème. Je vais essayer de répondre là tout à l'heure. Il y a deux choses. Il ne faut pas oublier que Museveni, Meles Zenawi, Isaias Afewerki et Paul Kagame faisaient partie des 4 dirigeants que l'administration Clinton avait promus en disant qu'ils étaient l'espoir de l'Afrique nouvelle. Deuxièmement, les grandes multinationales, qu'elles soient minières ou autres, notamment anglo-saxonnes, ont dans leur actionnariat aujourd'hui beaucoup de fonds de pension. Donc des millions d'Américains ont leur retraite qui dépend des investissements de ces groupes miniers. Voilà. Et puis, il y a une troisième chose. Où est-ce que tu vas venir? Il y a une troisième chose sur ce sujet-là. Il y a une troisième chose, c'est que on le dit comme ça, mais je ne sais pas si on mesure l'ampleur de la guerre, je ne dirais pas totale, mais protéiforme, que se livrent les États-Unis et la Chine sur notre continent. Ça paraît comme ça. La guerre asymétrique, comme on dit maintenant. Voilà. Non, pas asymétrique. Une guerre asymétrique, elle oppose une armée à une guérilla. Par exemple. Là, vous avez, ça vous le savez tous, Pékin, la Chine qui est en pleine croissance, qui a un besoin vital de matières premières, et vous avez, comme je l'ai dit, de grands groupes miniers occidentaux, notamment anglo-saxons, qui n'ont pas intérêt à ce que Pékin, à ce que la Chine ait le contrôle de ces pays, et il leur faut aussi pour préserver, il leur faut aussi pour préserver ce sujet. Il leur faut aussi pour préserver. Ça me renvoie le cas de la Somalie. Je suis heureux que tu avances ce sujet. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il leur faut pour préserver leur influence et brider la croissance de la Chine. Mais parlant de la Somalie, c'est un autre débat. On reviendra sur la Somalie. On reviendra, on espère. Il y a un autre pays africain, on est désolé, qui ressemble à tous ces pays dont on parle tout le temps, ici et ailleurs. Ce pays s'appelle la Mauritanie.
Il est resté calme pendant quelques années, mais ceux qui ont bonne mémoire se souviennent qu'il n'y a pas si longtemps encore, la Mauritanie était le théâtre de situations plus que violentes, régulièrement. On va regarder ce reportage de Patricia Adraïn sur les images de l'APA TV, qui va nous raconter quelque chose qui s'est passé en Somalie dans la semaine. C'était vent de contestation. Est-ce que vent de Sénégal souffle sur Mauritanie? Reportage. Non, non, non au président Aziz. Tel est le slogan de la marche organisée par la COD, la coordination de l'opposition démocratique. Les femmes sont au front, elles estiment être les premières à subir la crise que traverse la Mauritanie actuellement. Elles pensent que la politique économique du président Aziz, dans le secteur de la pêche par exemple, est catastrophique. On meurt de faim ici. Regardez tout ce que nous avons. C'est des poissons pourris. Nous ne pourrons pas nous nourrir. La seule solution qui nous reste, c'est le départ pur et simple du président Aziz. La COD qui a organisé cette marche compte dans ses rangs Ahmed Ould Dada, Djemil Ould Mansour, Salah Ould Anana et l'ex-président Eli Ould Mohamed Val. Le problème, les 2/3 des membres de la COD avaient rejoint la majorité présidentielle dès le lendemain de l'élection du président Aziz. Plusieurs questions se posent. La COD crie-t-elle son mécontentement pour soutenir les populations qui subissent la crise de plein fouet? Ou bien la COD n'a-t-elle pas obtenu des intérêts personnels qu'elle espérait au moment de son ralliement à la majorité présidentielle? Dégage Aziz et laisse les Mauritaniens prendre leur destin en main pour que la justice sociale soit le seul mot d'ordre pour la paix dans ce pays. Selon l'ex-président Eli Ould Mohamed Val, ni l'armée ni les membres du gouvernement ne sont responsables de la situation dans laquelle le pays se trouve. Le seul responsable, c'est le président Mohamed Abdelaziz. Nous voyons bien dans ce reportage qu'il se passe quelque chose en Mauritanie. Enfin, j'ai des gens près de moi qui pourraient mieux nous expliquer cela. Saliou Sissavané, est-ce que vous pouvez nous déblayer le terrain? Comment comprendre cette manifestation subite de l'opposition? Je vais commencer par une chose que vous connaissez très bien, monsieur Baga. Hein? Je vais commencer par une chose que vous connaissez bien, monsieur Baga. Monsieur Abdelaziz a initié une politique de... on peut appeler ça de répression de la gabégie, une sorte d'opération épervier. Manipulité. Voilà, manipulité, hein, d'opération épervier. Et il se trouve que cette opération touche un certain nombre d'hommes d'affaires, un certain nombre de responsables politiques, qui, pour les hommes d'affaires, sont essentiellement, a-t-on remarqué, sont ceux qui ne l'ont pas soutenu financièrement pendant la campagne présidentielle. Bon. Deuxièmement, il y a un autre problème dans ce pays, c'est qu'on assiste dans la foulée du recensement, on assiste à une forme de, je vais employer un mot un peu chose, de dénégrification de l'administration. C'est-à-dire que les Noirs de Mauritanie, notamment les gens de la région du fleuve, qui soient tout couleur, ça va coller, ont besoin de se justifier considérablement de leur mauritanité quand ils sont recensés. C'est-à-dire, on vous demande si votre père est né en Mauritanie, si votre grand-père est né en Mauritanie, si vos aïeux sont nés en Mauritanie, ce qu'on ne fait pas pour les autres. C'est-à-dire, l'élite politique, vous savez que l'élite politique financière, administrative et militaire de la Mauritanie, c'est ce qu'on appelle en arabe les Bédans, c'est-à-dire les blancs, c'est-à-dire les Maures blancs. Voilà. Pardonnez-moi, petite question. D'abord, vous m'avez pris à rebrousse-poil. En général, vous soutenez les oppositions. Cette fois-ci, vous êtes parti en soutien du président Abdelaziz. Non, je ne suis pas allé en soutien. Non. Bon, j'ai dit qu'il mène une opération propre qui est ciblée. Ça, c'est de 1. Voilà. Maintenant, vous parlez de la question noire en Mauritanie, qui est bien connue. C'est le deuxième problème. Qui est très grave. Si vous m'aviez dit la question noire, plus la vie chère, plus d'autres problèmes sont à l'origine de cela, je vous aurais suivi. Vous m'avez interrompu dans mon énumération. Si je puis compléter, en fait, il y a... Oui, attendez, j'étais en train d'énumérer. Donc, j'ai dit qu'il y a cette opération main propre qui est ciblée. Il y a cette opération, il y a ce recensement qui révèle une connotation raciste. Il y a aussi le fait, un des problèmes de fond de la Mauritanie, c'est la militarisation de la gestion de ce pays.
C'est-à-dire que depuis 1978 que l'armée a pris le pouvoir, les gens... On n'aura pas le temps d'aller jusqu'au fond parce que... Voilà, bon, ça c'est le troisième problème. Et puis il y a la vie chère aussi. Commençons en 2005, au moment où le président Ould Taya est déposé. Est-ce que, c'était en 2007, est-ce que la Mauritanie est sortie de cette spirale-là, finalement, avec le général Abdelaziz déjà, actuel président, qui était la Mauritanie a toujours été traversée de coups d'État. La Mauritanie... Non, on vous dit après 2007, après la chute du président Ould Taya, qui a été, c'était un coup d'État déjà perpétré par lui. Oui. Et puis il y a eu transition, puis élection, puis transition. Il a fait le coup d'État, il a installé son cousin pour gérer la transition. Parce que le pays était régenté sous Ould Taya par les tribus du Nord. C'est lui qui a fait le coup d'État, donc l'actuel président. Oui. Et il a fait à 2 reprises. Hein. Il est de la tribu Ouled Sba. Il a installé un cousin Ouled Sba comme lui pour gérer la transition. Et on s'est arrangé pour les élections présidentielles, pour que le civil qui l'emporte ait une épouse Ouled Sba comme eux. Donc c'est des nuances et des subtilités qu'il faut connaître. Vous n'avez pas encore eu la parole, allez-y. La question c'est... Est-ce que le voisin sénégalais, voilà, il n'aurait pas bien l'opposition mauritanienne? Non. La réponse? Je pense que non, parce que la Mauritanie a ses particularités. Notamment, c'est bien que vous reconnaissiez les particularités des pays. Allez-y. C'est ce qu'on fait, il me semble. Je pense que la Mauritanie a ses particularités et ses particularismes. D'abord, donc, le problème récurrent de la race et des ethnies, et de la religion aussi, qui se greffe maintenant aux différentes revendications sociales, en fait. L'un des problèmes les plus expressifs, c'est ce qu'il a souligné, c'est-à-dire, lors du recensement, il y a eu tellement de problèmes que la population réclame la solution ou une autre gestion de ces problèmes. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la différence de méthode au niveau de l'opposition. Parce que contrairement au Sénégal où on a demandé le départ du président, là, c'est plutôt des problèmes économiques précis, avec une méthode différente. Par exemple, l'occupation des différents... Il y a l'élément qui nous a montré, l'occupation des bâtiments publics au lieu du saccage au Sénégal. On ne conteste pas la légitimité du pouvoir en Mauritanie, alors que ça a été le cas au Sénégal. Donc je pense que c'est pas un vent sénégalais qui souffle sur la Mauritanie, mais c'est la Mauritanie qui découvre les joies et les misères de la revendication sociale. Je rejoins complètement ce que vient de dire Monsieur Passy. C'était exactement ma pensée. Donc dans la question, est-ce que le vent sénégalais souffle sur la Mauritanie? Moi, c'était non. Et je disais justement, au Sénégal, c'est un véritable ras-le-bol d'un homme qui est Abdoulaye Wade. Et en Mauritanie, je pense que c'est tout un ensemble que vient d'énumérer. Mais je voudrais préciser une chose que Monsieur Abdelaziz a apprécié par cette communauté internationale que rejette, parce qu'il lutterait efficacement contre les djihadistes. Voilà. Donc, il y a ce regard extérieur qui est positif, mais les Mauritaniens sont mieux placés que tout le monde pour savoir qu'il lutterait efficacement au vu des résultats. Ah non, je pense qu'en Mauritanie, comparé au Mali, c'est pas la même chose. Parce que il y a, je pense, la faiblesse des moyens au Mali et on a oublié de préciser la multiplicité des acteurs au pouvoir après avoir destitué un président élu démocratiquement élu. Et ce gouvernement a été tout de suite reconnu par la France. Et le fait que la France et la communauté internationale aient permis son élection, qu'il se présente à l'élection, avait suscité justement des envies, avait servi d'exemplarité dans d'autres pays. Mais il ne faut pas oublier aussi que la Mauritanie a longtemps été soutenue par Kadhafi. La chute de Kadhafi fragilise ce régime. Le président Ould Taya et Kadhafi, ça n'allait pas du tout.
En fait, la présence de Kadhafi a longtemps... Jusqu'en 2007, avec la Libye, c'était vraiment des relations très mauvaises. Hein. Je pense peut-être sur le plan de la communication, mais pas sur le plan des intérêts communs. À mon avis, on reparlera. À mon avis, on reparlera. Entre la guerre en public et la gestion... À mon avis, on reparlera de la Mauritanie très très bientôt, parce que ça ne fait que commencer. On va faire un tour de table. Il nous reste 2 minutes, je vous le dis, pour qu'on aille un petit peu vite. Et que chacun, sur un des sujets qu'on a abordés aujourd'hui ou un autre, nous dise son sentiment au vu de l'actualité de la semaine. Ben, l'actualité du mois de mars a été marquée par l'explosion au Congo-Brazzaville. Et donc la communauté congolaise va se retrouver demain à 10h10 à l'église Saint-Sulpice pour une messe d'action de grâce. Demain dimanche, oui. Voilà, non, demain samedi à 10h. Demain dimanche, notre émission. Dimanche. On est samedi, il est 8h. Non. Alors il faut couper ça, là. Vas-y. Il faut couper ça, je reprends. Non, continue. Bah donc il faut que je trouve un autre sujet. Vas-y, salut, tu vas me... Si, je suis obligé... Allez-y. Je suis obligé de me connecter. Qu'est-ce que... Vas-y, salut au lieu de rire. Non. Allez-y, Joël. Est-ce qu'il y a un sujet qui a retenu votre attention ou ce soir, quelque chose que vous avez envie de dire sur l'un des sujets du jour? Moi, le sujet qui m'a énormément ému justement cette semaine, c'est depuis le 4 mars, hein, c'est justement l'explosion au Congo-Brazzaville, incompréhensible, et en même temps, je pense énormément à toutes les familles. Là, c'est vraiment du cœur, hein, c'est pas du journalisme ou de quoi que ce soit. Je pense véritablement à toutes les familles, à toutes les personnes qui ont perdu des gens, qui ont perdu leur maison, et je pense que M. Passy a une annonce à faire par rapport à ça. Oui, donc les dons, on continue toujours à déposer des dons. Donc je demande à la communauté congolaise et africaine de se rendre à l'ambassade du Congo pour pouvoir participer à cette opération de dépôt de dons, vêtements, médicaments et chèques si possible. Je compatis à la douleur là qui vient de s'exprimer. Donc effectivement, c'est quelque chose de vraiment terrible et on souhaite que le peuple congolais un jour puisse... Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je remercie mes invités, M. Passy, Joël Ndong et Saliussi Savané. Je remercie à la réalisation Gary Rouillard. À la diffusion, il y avait notre ami Julien Vialet, Valérie Autrouffa aux Lumières et puis Jean-Marie Bloch à la diffusion. Bonsoir, rendez-vous samedi prochain, 20h sur Télé Sud. Au revoir.